Très bien. Si je reviens à le point de départ, j'ai dit que, euh, bien sûr, notre objectif, c'est pour des structures situées dans des zones sismiques, ou bien si vous avez un ouvrage soumis à une action dynamique, comment on va procéder, on va simuler et modéliser les actions dynamiques, qu'est-ce qu'on doit vérifier. Et bien sûr, toujours la dernière partie, c'est bien sûr, le dimensionnement et la vérification, le calcul des différents éléments. Je vous ai dit que, d'une façon générale, en dynamique des structures, lorsque vous avez un bâtiment, ou bien un portique, ou bien une structure soumise à une action dynamique, ou bien une action sismique, peuvent être modélisées simplement par le système masse, ressort et amortissement. Bien sûr, la masse représente la masse du bâtiment. On a parlé l'autre fois, c'est pas le poids propre du bâtiment, c'est la masse du bâtiment. On va revenir à cette partie-là. Le ressort constitue la rigidité des éléments de la structure. Et bien sûr, l'amortissement, défini par son coefficient C, traduit la dissipation d'énergie due bien sûr au frottement interne et aux caractéristiques des matériaux. Donc, là, si vous avez un portique, peu n'importe la structure, donc vous avez ce système-là. Et bien sûr, en mécanique, quel que soit en dynamique ou bien en statique, la mécanique statique, c'est une branche de la mécanique d'une façon générale. Okay, donc, là, lorsqu'on va résoudre un problème, lorsqu'on cherche à résoudre un problème, on va étudier son équilibre. Si vous avez donc en statique les problèmes qu'on est en train de l'étudier à chaque fois, donc vous avez un problème statique, et donc la somme des forces agissant sur la structure égale à 0. Par contre, ici, la structure elle est en mouvement, il accélère, et donc la somme des forces égale à m fois l'accélération. M fois l'accélération. Donc ici, si je vais regarder la deuxième loi de Newton, la somme de force égale à m fois A. A ici, ça dépend. Si on est en train de parler d'une action sismique, donc A, c'est l'accélération du sol. Okay, on a parlé l'autre fois, on a dit que lorsqu'on a paramétré l'action sismique, on a saisi les données de projet ainsi que les données géométriques parce que on est en train de simuler le mouvement du sol dans le temps. Okay, on n'applique pas une force sismique directement, mais on va simuler et on va appliquer une accélération maximale générée par le sol. Donc, dans le cas sismique, donc M fois A, M, c'est la masse de la structure et A, c'est l'accélération du sol, noté AG. Et pour le cas d'une machine vibrante, AA, c'est l'accélération de la machine. Donc, ça dépend de problèmes étudiés. Donc, si on va étudier l'équilibre du système là, on va déduire que notre système est soumis à un ensemble des forces intérieures et des forces extérieures. Force extérieure, c'est la charge qui engendre le mouvement, c'est l'accélération, c'est la force sismique. FI, c'est la force d'inertie. FA, c'est la force due à l'amortissement. Et FK, c'est la force due à la rigidité. Donc, après avoir expliqué les différentes forces, Fk égale à K fois U, applique ici le principe d'un ressort. Fa égale à C fois la vitesse. Et Fi égale à M fois l'accélération. Donc là, si je vais revenir à cette équation-là, et je vais réécrire l'équation, on va trouver la fameuse équation. C'est l'équation du mouvement. Donc, l'autre fois, lorsqu'on a parlé des différentes méthodes d'itération utilisées, c'est pour résoudre ce problème-là. Et bien sûr, et le degré de complexité, elle dépend de la structure elle-même. Elle dépend du nombre de degrés de liberté. Ok? Donc, est-ce que la structure elle a un seul degré de liberté, ou bien deux, ou bien trois, ou bien. Ça dépend du nombre des étages et ça dépend des inconnus de problème. Et l'inconnu de problème dans ce cas-là, ce sont les déplacements.
si on va étudier, donc on va résoudre le problème, on va chercher l'équation et on va chercher le déplacement. Vous savez que dans les différentes méthodes de résolution des structures dans le domaine du génie civil, parfois on cherche des réactions et par la suite on cherche des efforts internes et on déduit les déplacements, les déformations, les contraintes. Ou parfois c'est l'inverse, on cherche les déplacements ou on va déduire les efforts internes. Donc, dans le cadre d'une analyse dynamique, comme je vous ai dit, on va assimiler tous les types de structures en une structure, en un modèle discrétisé, une masse, un ressort et une force d'amortissement. Donc, si la force, l'action dynamique, elle s'applique, la masse, elle va bouger. Donc, et à un certain moment, elle va se stabiliser. Elle va se stabiliser grâce aux efforts internes qui vont équilibrer la force dynamique qui engendre l'accélération et le mouvement de la masse. Donc, comme d'habitude, je vous ai dit que en appliquant le deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à M fois A, bien la somme des forces égale à la charge extérieure appliquée, vous allez avoir trois forces intérieures, force d'inertie, la force due à l'amortissement, la force due à la rigidité du ressort et donc de la structure, égale la charge dynamique qui a été appliquée. Bien sûr, là, je vous ai donné l'autre fois les différentes expressions de différentes forces intérieures qui vont stabiliser notre structure ou bien le ressort vis-à-vis la charge qui engendre l'oscillation ou bien le mouvement. On va trouver devant nous la fameuse équation du mouvement pour le cas des dynamiques des structures. M, la masse, fois l'accélération, plus C, coefficient d'amortissement, fois la vitesse, plus K fois le déplacement égale la force extérieure. Je dois insister parce que après, lorsqu'on va paramétrer ça sur le robot, elle va demander toutes ces informations-là. Donc d'abord, concernant le PDT, je vous ai expliqué. Le PDT, c'est la charge extérieure appliquée. Dans le cas d'un séisme, il y a une méthode dans le robot d'appliquer une force équivalente de séisme et je sais très bien que cette méthode-là, elle va sous-estimer la charge dynamique appliquée. Donc, la bonne méthode, c'est la méthode sur laquelle on travaillait l'autre fois et je vais vous montrer aujourd'hui la méthode par spectre de réponse. Les deux donnent des résultats parfaits et il va nous permettre de simuler le comportement réel de la structure lorsqu'elle est soumise à une action sismique. Donc, le P de T, si on parle d'une action sismique, c'est M, la masse de la structure, fois l'accélération du sol. Et pour cette raison, selon le code 7 et le code 8, robot, elle va demander toutes les informations nécessaires concernant le sol. À travers, bien sûr, quoi? Une étude géotechnique. Et M, ou bien, s'il s'agit bien d'une action dynamique, P de T, c'est la force dynamique engendrée par ou générée par la machine, ainsi de suite. Par le vent, parfois, si on va considérer le vent une action dynamique. La masse N, ce n'est pas le poids de la structure, c'est la masse générée par la structure. C'est la masse qui va produire des forces d'inertie. Ok? Et comme je vous ai dit, donc, l'autre fois, je vous ai parlé de la force d'inertie, c'est une propriété d'une masse à s'opposer au mouvement engendré par l'action sismique. C, c'est un coefficient d'amortissement. Et je vous ai dit que pour une structure en béton armé, C égale à 0,05, 5%. Et pour une structure en acier, C égale à 0,2%, 0,02. Et K, bien évidemment, c'est la rigidité. Donc, c'est la matrice de rigidité. En utilisant la méthode des éléments finis, par exemple, on peut déterminer la matrice de rigidité de chaque élément de la structure. Puis, robot, elle va déterminer la matrice globale par l'assemblage des matrices. Donc, ce sont des algorithmes qui ont été déjà implémentés dans le robot et qui vont nous permettre de déterminer tous ces paramètres-là. Bien sûr, on doit saisir toutes les informations nécessaires. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut dire qu'on a bien estimé ou bien modélisé notre structure, ou bien on a bien appliqué l'action sismique ou bien non. J'ai dit que je vais répéter ce qu'on a fait l'autre fois, mais avec une méthode très détaillée. Donc, je vais commencer par la masse. Et je reviens à la remarque de Wassim, je pense l'autre fois, elle a raison. Donc, la masse de la structure, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le code? Donc, je vous ai envoyé ce document-là, c'est le code 8, qui résume toutes les règles générales pour l'application de l'action dynamique. Toutes les explications existent dans ce document-là. Donc,
concernant la première étape qu'on doit le faire, je reviens ici à notre modèle, bâtiment avec plusieurs étages. OK? Donc, j'ai supprimé les charges qu'on a générées l'autre fois. Je vais répéter ça de deux manières différentes. Donc, je reviens ici. Donc, là, j'ai dit quoi? Que la masse, on va définir la masse. Donc, le robot, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de ces paramètres-là, MC, K et P de T, pour qu'il puisse résoudre le problème et faire sortir la valeur de I de T pour déduire les autres paramètres dimensionnels. Le code 8, ils disent que la masse de la structure, c'est la somme de G, la somme de poids propres et des charges permanentes appliquées sur la structure, plus une partie, un pourcentage d'une charge d'exploitation. Et ce pourcentage-là, on va le terminer en calculant XI-EI. Donc, bien sûr, ici dans la formule, la masse égale la somme plus la somme, donc on va générer ça dans le robot. Donc, si je reviens à ce XI-EI là, dans la page normalement 48, oui, XI-EI égale à phi fois XI-EI. 2i plutôt. XI-EI, c'est la valeur qu'on va l'appliquer pour les charges d'exploitation. Lorsque la structure, lorsqu'on va effectuer une analyse sismique, lorsqu'on va générer la masse de la structure, le code 8 dit qu'on ne va pas considérer la totalité des charges appliquées, on va considérer une partie de la charge appliquée. Et c'est logique, car la charge d'exploitation n'est pas toujours appliquée dans votre structure. Donc, XI-EI, j'ai dit, je répète, c'est une charge d'exploitation. L'action du vent, la neige, ainsi de suite, ne sont pas considérés dans la génération de la masse de la structure. OK? Comment j'ai déduit ça? Dans le code 0, vous avez un tableau qui nous permet de terminer le XI2 pour l'action de la neige. Attendez-moi, il est où? Pour le vent, XI égale 0. OK? Donc, là, pour l'action du vent, on ne va pas considérer l'action du vent pour le cas de la génération, ou bien le calcul de l'action de la masse de la structure. Par contre, pour une charge d'exploitation, ça dépend de la catégorie de votre structure. La valeur allant de 0,3, 0,6, 0,8, 0,6, 0,3 jusqu'à 0 si vous avez une toiture ou bien un plancher terrasse non accessible. Mais, l'autre fois, je vous ai dit que c'est cette valeur-là qu'on doit multiplier par la charge d'exploitation, mais non. Cette valeur-là, elle est multipliée aussi par une valeur phi. Et ce tableau-là, le tableau 4.2, qui se trouve dans la page 48, va nous permettre de déterminer la valeur de phi. Donc, je dis, si vous avez, pour les bâtiments de catégorie D et F, et les bâtiments à usage archi, le phi égale 1. Et donc, le XI-EI, c'est XI-2I. C'est 0,3. C'est la valeur déterminée à travers ce tableau-là. Par contre, si vous avez une toiture terrasse égale à 1, et si vous avez étage à occupation corrélée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les niveaux du bâtiment soumis à des charges d'exploitation peuvent être appliqués simultanément. Il y a un horizon de l'usage, ce sont des charges d'exploitation similaires. Maintenant, j'ai un bâtiment à plusieurs étages à usage d'habitation. Donc, je peux avoir pendant la nuit que tous les étages sont occupés par les occupants, par les personnes. Et donc, là, je peux avoir différents étages. En même temps, la charge d'exploitation est appliquée. Dans ce cas-là, phi égale à 0,8. C'est pour cette raison, si voici l'autre fois, elle a dit que normalement c'est 0,8 fois 0,3. Et la raison. Parce que si on va considérer, on a parlé l'autre fois d'un bâtiment à usage d'habitation, dans le cas d'un bâtiment à usage d'habitation, donc on doit prendre phi égale à 0,08. Pour les étages à occupation indépendante, exemple, les charges d'exploitation dans ce cas-là ne sont pas susceptibles d'atteindre simultanément leur valeur maximale. Il y a les immeubles mixtes.
عندك عمارة فيها une partie habitation وفيها une partie administrative. Pendant la nuit, l'administratif est chargé, donc il y a la partie habitation. Dans ce cas-là, la valeur de xi égale à 0,5. Donc là, on ne va pas générer automatiquement avec le robot, mais on va taper ça manuellement. Donc on doit faire attention. Entre le tableau 4.2 au code 8 et entre le tableau A1A, vous allez déterminer, vous allez générer la masse de la structure. Donc, on va considérer notre bâtiment. Il s'agit bien d'un bâtiment avec des étages à occupation corrélés. Bon, c'est vrai que, là, je vais simplifier pour juste gagner le temps. Mais normalement, si vous avez, il faut diviser les charges d'exploitation. C'est-à-dire, le plancher terrasse, il faut noter Q1 et les planchers intermédiaires Q2. Parce que parfois, vous avez des toitures inaccessibles. Et dans ce cas-là, le xi égale 1. Le phi égale 1. Par contre, pour les autres étages, le phi égale à 0,8. Donc, on n'a pas la même valeur de phi. Donc, on va nommer, ou bien on va générer cette masse-là. On va diviser la charge d'exploitation en deux parties. Mais ce n'est pas un problème. Maintenant, on va considérer que même la toiture, il s'agit bien d'un étage accessible. Et donc, dans ce cas-là, la valeur de xi égale à 0,8. Et si je reviens ici, il s'agit bien d'un bâtiment de catégorie A, et donc le phi égale à 0,3. Donc 0,3 fois 0,8 est la valeur de xi EI que je vais l'utiliser pour la définition de la masse de la structure. Donc je reviens au bout ici, je clique sur type de l'analyse de la structure. Après masse, bon, l'autre fois on a fait ça, je vais supprimer tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, d'abord, regardez, notre bâtiment, il est soumis à poids propre de la structure, poids propre du plancher et la charge d'exploitation. Donc, je vais d'abord sélectionner les deux charges permanentes. Il s'agit bien d'une masse dynamique dont l'effet de la charge, l'effet de la masse, bien sûr, dans les trois directions. Je vous ai parlé l'autre fois là où il faut faire attention. Pour la direction du séisme, on va considérer x, y, mais pour la masse, on doit considérer x, y et z. C'est l'effet de la masse dans les trois directions. C'est logique. Là, il y a un effet sur l'axe z, c'est son poids propre, c'est de la pesanteur. Lorsqu'elle va bouger selon x ou bien selon y, elle a un effet. Donc c'est logique. La direction, c'est moins z, et la valeur de xi EI égale 1. Ajouter. Donc là, on a ajouté 1 et 2. La liste des charges qu'on va sélectionner dans ce tableau-là représente la masse de la structure. Maintenant, pour la troisième charge d'exploitation, comme je vous ai dit, là, le coefficient, on va taper. Donc, c'est 0,8 fois 0,3. Donc là, avec cette démarche-là, on a défini à robot la masse de notre structure qu'il va utiliser par la suite pour l'assimilation de la réponse sismique de la structure. Donc là, il faut faire attention, c'est très simple. Il faut garder toujours les trois directions. Il faut ici considérer masse dynamique. Il faut définir l'ANA, ça dépend de la nature de la charge. Il faut ajouter la charge ici et n'oubliez pas ici de bien identifier le coefficient en se basant sur les annexes entre le code 3 et le code plutôt 0 et le code 8. Donc, une première étape qui a été achevée. Si je reviens ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour une analyse dynamique, bien une analyse sismique, il faut effectuer d'abord une analyse modale et après on va effectuer et on va générer l'analyse sismique.
Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? En se basant toujours sur les équations théoriques. Ok? Donc, j'ai dit que cette équation-là représente l'équation du mouvement pour le cas d'une structure soumise à une action dynamique. On va effectuer d'abord, on doit d'abord identifier les caractéristiques propres de notre structure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que la charge dynamique égale à 0. Donc, cette équation-là égale à 0. Et on va considérer que notre structure, on va négliger l'effet de l'amortissement. Et donc, notre structure revient à résoudre cette équation-là. M fois U de point plus K fois U de T égale à 0. Donc, c'est pour le cas d'une vibration libre, non amortie. Donc, l'amortissement égale à 0 et libre puisqu'il n'y a pas une action dynamique qui a été appliquée. Ça sert à quoi cette démarche-là? C'est pour déterminer les caractéristiques propres de notre structure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va identifier comment notre structure, elle vibre naturellement pour déterminer toutes ces caractéristiques nécessaires. On va l'afficher sur le bout. Puis, il y a des vérifications qu'on doit effectuer. Après, on va lancer le calcul, l'action sismique. Donc, à travers cette analyse-là, on l'appelle analyse modale. On est en train de parler de l'analyse modale. C'est quoi l'objectif? Déterminer les fréquences propres et les périodes propres, identifier les modes de vibration, le comportement global de la structure, et calculer les masses modales et le taux de participation. On va répondre à ces 3 points. Donc, bien sûr, si je reviens ici, je vais résoudre cette équation-là égale à 0. J'obtiens quoi? J'obtiens que U de point plus K sur M fois U de T égale à 0. Donc, U de point plus W0 au carré plus U de T égale à 0. W, c'est la pulsation. C'est la pulsation propre de votre structure. La fréquence égale W0 sur 2pi et la période égale 1 sur la fréquence. Tout simplement, là, juste pour avancer, lorsque j'ai un portique et je vais tirer le portique, tirer la masse, ou bien faire bouger la masse, je vais appliquer une charge horizontale sur la masse, elle va osciller. Elle va effectuer des mouvements aller et retour. C'est quoi la fréquence? On commence par la période. La période, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que la structure effectue un aller-retour. Et la fréquence, c'est le nombre d'allers-retours dans une seconde. Donc, c'est le nombre d'allers-retours qui fait l'autre fois, c'était la question, je pense, de Sijamil concernant, après l'analyse des modes propres, qu'est-ce qu'on doit tirer. On va parler aujourd'hui, selon le code 8, indiqué dans le code 8, qu'est-ce qu'on doit tirer comme résultat. Mais juste là, pour clarifier, bien sûr, la fréquence et la période, elles peuvent nous permettre d'avoir une idée sur le comportement de la structure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez une fréquence très faible, vous avez effectué une analyse modale pour différents modes, et pour différentes formes, pour différents types de déformations de la structure. Le déplacement selon X, déplacement selon Y, la torsion, je vous ai montré l'autre fois tout ça. Donc, lorsqu'on parle de... oui, il y a une question. La période T0 ما ثماش غلطه مش صعود 1 sur 2 pi مش 2 pi fois racine de m sur k ماشي 1 sur f0 هي T0 هي 1 sur f0 donc 2 pi sur w0 اي اما اغزر l'autre 1 sur 2 pi ok 1 sur f0 2 pi sur w0 donc 1 sur soit les 2 pi fois racine de k 2 pi الفوقانيه 2 pi fois racine de m sur k. Exactement. Mais, ok, là, il faut faire attention. Bon, attention, mais il faut, même si c'est pas très. Là, juste concernant le sens physique des choses. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, fréquence, c'est le temps d'aller-retour, le temps de vibration, le nombre de vibrations pendant une seconde. Et la période,
c'est le temps nécessaire pour effectuer aller-retour. J'ai dit, suite à la remarque que j'ai mis l'autre fois, j'ai dit que ce ne sont pas des valeurs définitives. On ne peut pas tirer des conclusions finales à travers ces deux paramètres-là. Mais, lorsque vous avez par exemple, si vous avez une fréquence faible, c'est-à-dire que vous avez une période très importante. Donc, le temps effectué pour aller-retour, c'est très important. Donc, normalement, votre structure, elle est flexible. Le déplacement, il est important. Si vous avez une fréquence importante, élevée, signifie quoi? Signifie que la période est très faible, donc la structure elle est plus rigide, moins de déplacement, et surtout, moins de risque P delta sur laquelle on a parlé dans l'effet second ordre. Donc, l'étape suivante maintenant, c'est d'effectuer une analyse modale. Donc, la première étape, c'est la définition de la masse. Deuxième étape, c'est d'effectuer une analyse modale. Je reviens ici. Donc, et je vais cliquer sur type d'analyse. Donc, il faut toujours respecter ça. Donc, c'est bon. La masse a été générée. Donc, je reviens ici et je vais cliquer sur nouveau. Mais vous allez avoir trois options. La première option que je préfère, c'est d'effectuer une analyse modale. Donc, sans action extérieure appliquée, sans l'effet sismique, juste, on va faire vibrer la structure naturellement et on va regarder son comportement. Pour les différents modes, c'est-à-dire différents modes, les différents types de déformations. La même explication. Donc, lorsqu'on parle de l'analyse non linéaire ou bien l'analyse sismique, ainsi de suite, on parle de l'analyse modale. À l'effet second ordre, on a parlé des différentes modes. Déformation dans le plan du portique, hors plan du portique, le flambement par rapport à Y, le flambement par rapport à Z, la torsion, la rotation. Et donc, ce sont les différents types de peut-être dans le cas de calcul second ordre, peut-être c'est plus simple. Par contre, le cas sismique, pour le cas donc sismique, quand même, donc c'est le comportement de la structure, il est un peu compliqué par rapport à le cas des structures ou bien le calcul non linéaire. On parle de la non-linéarité géométrique. Donc, j'ai dit qu'il y a trois options. La première option, c'est on va paramétrer et on va lancer une analyse de date. Deuxième option, c'est que on va faire les deux dans la même fenêtre. On paramètre l'analyse modale et en même temps l'analyse sismique et on lance le calcul. Ou bien ici, on va lancer cette méthode-là que je ne préfère pas. On va rester toujours dans le cas de l'analyse dynamique, statique, et avec une force latérale équivalente. C'est un problème similaire du cas dynamique. Donc, si vous allez travailler ici, automatiquement après, vous allez avoir sismique activé. On va parler par la suite spectral. On va travailler sur ça aussi. C'est très très important comme méthode. Mais on va rester dans le cas modal sismique. Modal sismique ou bien modal avec définition automatique du cas séisme. De cas sismique, c'est la même démarche. Déjà, les mêmes fenêtres combinées, c'est tout. Donc, je coche sur modal et je clique sur OK. Donc, bien sûr, là, on va avoir les paramètres nécessaires. Donc, comment on va fixer le nombre des modes? Ça dépend de quoi? Là, il faut un point sur lequel je vais insister l'autre fois. Non, j'ai pris juste un exemple. Donc, selon le code 8, on ne peut pas considérer une infinité de modes. On ne peut pas dire que, allez, je vais lancer une infinité de modes. On retient donc un nombre fini de modes. On va choisir un nombre des modes. Et on va lancer le calcul. Mais après, on doit vérifier ou bien on doit s'assurer que ces modes représentent correctement le comportement dynamique global de la structure. Donc, dans l'analyse modale, lorsqu'on va lancer une analyse modale, il y a des paramètres selon le code 3
qui nous permet de considérer est-ce que vous avez bien modélisé votre structure, est-ce que vous avez bien modélisé le comportement de votre structure. Il faut que la masse totale